Cambodge, un drame qui n'en finit pas, nos envoyés spéciaux dans l'horreur du camp de réfugiés de Sakéo. Les otages de Téhéran, situation toujours bloquée, l'opinion américaine se durcit. La mutation des universités françaises vers les disciplines scientifiques, l'exemple de l'université de Pau. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant de développer tous ces titres de l'actualité, je voudrais que nous nous arrêtions sur les hausses de tarifs de l'assurance automobile qui vous ont tous mis en alerte, car évidemment le dossier intéresse pratiquement tous les Français. Alors voici ce que, après enquête, nous sommes en mesure de vous dire. Tout d'abord, pas de modification avant le 1er janvier et sans doute pas dès le 1er janvier. Cela s'échelonnera dans le courant de l'année prochaine. Quant au volume des augmentations, la Fédération française des sociétés d'assurance dit que les premiers chiffres avancés, c'est-à-dire entre 20 et 40%, sont fantaisistes, mais il n'empêche que le taux sera d'importance et d'ailleurs variable selon les compagnies. Alors pourquoi une telle accélération ? Pour comprendre, Jean-Claude Alani est allé enquêter dans un garage. C'est un véritable coup de massue que vont subir les automobilistes lorsqu'ils paieront en 1980 leur nouvelle prime d'assurance. En moyenne, l'augmentation sera d'au moins 15%, mais comme il y a désormais libéralisation des prix et concurrence entre les compagnies et les mutuelles, bien sûr, les tarifs vont être différents selon les compagnies et selon les mutuelles. Et dans certains cas, certains automobilistes devront payer 20% plus cher, quelquefois même 25% plus cher. Alors bien sûr, on peut s'en étonner car c'est bien supérieur à l'augmentation du coût de la vie. Et cet étonnement est partagé également par les experts en automobile, les experts qui sont chargés d'évaluer et de contrôler le montant des réparations lorsque vous avez un accident. Pour comprendre l'augmentation des primes d'assurance, il faut savoir que ces compagnies d'assurance sont concernées par trois grands chapitres. Le premier, les salaires et les frais généraux. On peut dire qu'il y aura là une augmentation certainement qui tournera autour de 12%. Deuxième chapitre, le coût des dommages corporels. Alors dans ce domaine, 12% aussi d'augmentation, 10 à 12%. Troisième chapitre, les dommages matériels. Alors les dommages matériels, nous pouvons dire sûrement que la main-d'œuvre augmentera de 12% et les fournitures de plus de 20%. C'est donc du côté des réparateurs et du côté des fabricants de pièces détachées qu'on trouve l'explication de la hausse des assurances. En ce qui concerne les temps de réparation, ces temps de réparation sont larges. Les experts les ont officiellement dénoncés. Quant aux fournitures, on peut dire sûrement que le monopole qui est détenu par les constructeurs est par voie de conséquence directe le facteur important des augmentations du prix du coût des dommages matériels. De toute façon, que ce soit la faute au constructeur, au réparateur ou à l'assureur, il vous faudra payer car l'assurance est obligatoire. Mais sachez que si vous trouvez votre prime d'assurance bien trop élevée l'année prochaine, vous avez une solution. Vous pouvez changer d'assureur. Vous disposez pour cela d'un délai de 15 jours après la réception des nouveaux tarifs. Dans le même domaine, deux informations pratiques. Tout d'abord, ne vous étonnez pas si votre courrier a pris un peu de retard. Sa distribution a été gênée par la grève des aiguilleurs du ciel, une grève qui s'est poursuivie aujourd'hui encore et qui devrait se poursuivre la semaine prochaine. Enfin, sachez que les chefs d'entreprise poussent des hauts cris. Ils reçoivent en ce moment le relevé de leur taxe professionnelle pour 79 et elle a augmenté de 30% par rapport à l'an passé. Certains disent même parfois 50%. Le CNPF s'inquiète et demande donc la suppression de cette taxe. En ce jour anniversaire de la mort du général de Gaulle, la plupart de ceux qui l'ont aimé ou estimé ont surtout pensé à sa femme Yvonne, mise en bière cet après-midi au Val-de-Grâce. Selon ses dernières volontés, aucune personnalité n'assistera demain après-midi à ses obsèques qui doivent rester strictement familiales. Cela se passera bien sûr à Colombey-les-Deux-Églises. Madame de Gaulle a été associée à son mari au cours de l'homélie prononcée ce matin en l'église de Colombey. Nous étions dans le deuil, notre peine s'est encore agrandie, a dit l'abbé Calmels. Après la messe, les compagnons de la Libération se sont recueillis devant la tombe blanche où repose le général et sa fille Anne. Enfin, les gaullistes ont voulu rendre un dernier hommage devant le mémorial, une croix de Lorraine de granit rose érigée sur la colline. Haute de ses 43 mètres, elle est visible de la boisserie dont le portail est resté fermé aujourd'hui. Il y a 9 ans, le général s'est assis à une table de jeu dans la bibliothèque pour faire une réussite en regardant la télévision. Il s'affaissa brutalement peu après 19 heures. Politique, violent, réquisitoire du RPR, ce mot de Pierre Charpite dans la lettre de la Nation, la République mondaine tuera la République tout court, et puis surtout ce propos de Maurice Couve de Murville dans le Figaro, qui évoquait précisément le 9e anniversaire de la mort du général de Gaulle.
Il ne reconnaîtrait pas la France d'aujourd'hui. On assiste à une incroyable dégradation des mœurs politiques. Quant au socialiste Georges Filiou, il a estimé que dans l'affaire Boulin, Georges Marchais donnait un sérieux coup de main à Giscard. Rude journée pour le nouveau ministre du Travail, une visite à Matignon ce matin, une à l'Élysée cet après-midi et surtout l'ouverture de tous les dossiers de l'heure. Coincé par un embouteillage, il est arrivé à pied chez Raymond Barre et c'est là que vous allez faire connaissance avec lui. La seule chose que je puisse vous dire dès aujourd'hui, c'est que naturellement, je m'efforcerai de maintenir et de développer, si je puis, la politique de dialogue et de concertation qui a été celle de mes prédécesseurs et notamment de Robert Boulin, dont je ne peux pas m'empêcher d'évoquer à l'instant l'image et la disparition tragique. Vous savez, dialogue social, concertation sont deux éléments parmi d'autres d'un édifice qui s'appelle la participation. Vous vous souvenez peut-être que ça a été le dernier souci du général de Gaulle. Je me réjouis que cela soit demeuré celui du président de la République et celui du Premier ministre. Et puis déjà, la CFDT et Force ouvrière demandent l'intervention du nouveau ministre dans le conflit très dur de l'usine Alstom de Belfort, où aujourd'hui l'atmosphère était très tendue. Demain devrait être une journée décisive. Les affaires du monde maintenant, tout d'abord, pendant que Jimmy Carter se débat dans les problèmes iraniens dont nous allons parler tout à l'heure, son épouse Rosaline, elle, visitait 2 camps de réfugiés cambodgiens en Thaïlande. Le plus impressionnant étant celui de Sakeo, à une 50aine de kilomètres de la frontière cambodgienne. Il y a là-bas quelques 30 000 réfugiés. Et le reportage que nous ont adressé Philippe Châtenay et Jean-François Renoux est l'un des plus bouleversants que nous ayons jamais reçus. Quand nous l'avons visionné ce matin, il était si terrible que nous avons été obligés d'en couper de nombreuses scènes. Et pour autant, je crois qu'il faut que vous le voyez, c'est beaucoup plus qu'un cri d'alarme. Sakeo. I don't know. I really don't know. You think it's the low proteins of alone? When she came in this morning and did not respond to quinine, then gave her a little more quinine this afternoon, and she started having funny reactions. Thought it might be the quinine. Ce sont les toutes premières images que nous ayons tournées à Sakeo dès notre arrivée au camp, dans la première tente visitée. Une jeune fille est morte sous nos yeux, sous les yeux des médecins impuissants. La mort ici est une chose si fréquente, si normale, qu'elle n'est qu'une tristesse, une horreur fugitive. Il en meurt tellement à Sakeo. Chaque matin, les morts de la nuit que l'on a déposés dans une tente sont entassés dans un autobus pour être emmenés ailleurs, à une fosse commune. Ces corps sont ceux de gens qui ont survécu à des années de terreur au Cambodge, à des mois de fuite éperdus, sans nourriture, sans médicaments. Et puis, quelques heures ou quelques jours après avoir réussi à échapper à l'enfer, avoir enfin atteint le sanctuaire de la Thaïlande, ils sont morts. Sous les regards indifférents des vivants, on entasse les corps comme des sacs, des hommes, des femmes et tellement d'enfants. Plus rien ne semble émouvoir ceux qui ont survécu, qui se pressent autour pour voir emmener les cadavres. Ici, la mort est devenue une distraction, un spectacle. Elle s'appelle Dominique Angotti, elle a 28 ans, elle est médecin. Elle est arrivée de France avec une équipe de Médecins sans frontières pour secourir les réfugiés du Cambodge. Depuis 2 semaines ici, elle se bat contre la mort avec des moyens insuffisants. Elle doit faire face à une accumulation de maladies, dont la malnutrition, la malaria, la tuberculose, les abcès ne sont que les plus fréquents. Son domaine, le voici. C'est la tente numéro 4 de ce que l'on appelle, sans ironie consciente, l'hôpital du camp de Sakeo. Avec un autre médecin, 2 infirmières et des aides-soignants khmers, elle s'occupe de 120 malades. Dès qu'un lit est libéré par une guérison ou par une mort, un autre malade est admis. C'est un gosse chez qui je suspecte une tuberculose pulmonaire. Il arrive du Cambodge.
Il a passé 5 mois dans la forêt et il tousse depuis 5 mois. Mais malheureusement, j'ai pas les moyens pour dépister cette maladie. Et encore, on n'a pas non plus les moyens de le traiter. Il y en a beaucoup qui s'en sortiront, mais les plus mal sont morts, malheureusement. Les premiers jours, on perdait 4, 5, 6 malades par temps, ce qui est énorme, même plus. Et maintenant? Maintenant, vraiment, l'état de santé, c'est pas très brillant, mais c'est moins désespérant. Pour les réfugiés, au contraire, cette tente, cet hôpital, est un lieu où renaît l'espoir. Beaucoup de malades n'ont pas vu un médecin, n'ont reçu aucun soin pendant les 5 ans du régime Khmer Rouge. Au-delà des blessures et des maladies, il y a aussi les traumatismes psychiques. Chez certains réfugiés, par exemple, l'esprit est mort, même si le corps a survécu. Là aussi, Dominique et les autres volontaires luttent sans cesse, avec pour arme un sourire, une caresse, une présence constante. Depuis 10 jours, dit Dominique, il s'est produit une transformation étonnante. Ces réfugiés ont réappris à sourire, en même temps qu'ils ont réappris à espérer. Il dit qu'il est très gravement malade pendant 15 jours et il pense qu'il va mourir. Mais par la chance, les médecins français l'ont amené dans ce camp et le soignent. Maintenant, il pense qu'il ne meurt plus et maintenant, il sait qu'il va vivre. Pour d'autres, il est trop tard. Parfois, le corps, tout simplement, a trop souffert et trop atteint. Parfois, l'esprit lâche prise, la volonté farouche de survivre qui les a soutenus jusqu'à maintenant s'éteint. Pour cela, mourir devient alors une délivrance. Quand cette jeune femme, dévorée par la malaria depuis des mois, est morte, elle souriait. Mais Sakeo, c'est aussi la vie. Déjà, en 10 jours, dans la tente de Dominique, une dizaine d'enfants sont nés. Et alors qu'au début, Dominique raconte que les mères ne réagissaient même pas lorsqu'on leur montrait leur nouveau-né, aujourd'hui, leur sourire est celui de toutes les jeunes mères, même si souvent, il faut leur apprendre à allaiter leur enfant. Oui, je crois que tout commentaire serait impudique. Donc l'Iran avec tout d'abord la situation à l'ambassade américaine, une situation très délicate où on a vraiment l'impression que la première étincelle peut tout faire exploser. Ainsi, le chargé d'affaires américain à Téhéran se trouve-t-il lui aussi sous le contrôle des étudiants. La prière de midi devant l'ambassade américaine à Téhéran. Le spectacle est devenu quotidien, mais la foule grossit un peu plus chaque jour. Ironie du sort, les fidèles doivent tourner dos à l'ambassade pour prier en direction de la Mecque, montrant ainsi au monde que décidément l'Amérique et la République islamique ne vont pas dans la même direction. 5 fois par jour ici, on demande à Allah de ne pas épargner la vie du Shah ni celle du président Carter. Bientôt, nous les pendrons tous les deux, dit la foule qui soutient la prise d'otages et encourage les étudiants. On entend scander « Khomeini lutte et Carter tremble ». Les gardiens de la révolution, les hommes de l'ayatollah Khomeini, font les 100 pas sans intervenir et se contentent du maintien de l'ordre autour de l'ambassade. C'est le signe que le guide suprême ne veut pas ou ne peut pas contrer les extrémistes qui dirigent l'opération. Mais l'ayatollah Khomeini n'est sans doute pas fâché de pouvoir canaliser ici les mécontentements et d'avoir trouvé pour cette foule un bouc émissaire, les États-Unis, et surtout ses otages, comme ce conseiller de l'ambassade américaine, présenté comme un espion à la foule, qui lui crie « Yankee, go home, les Américains, rentrez chez vous ». De 40 000 sous le Shah, les conseillers américains sont passés à moins d'une centaine pour être réduits à l'état de simples otages, et les extrémistes, aujourd'hui, veulent entraîner l'Iran vers la rupture totale avec les États-Unis.
Dans le bureau de l'ambassadeur américain, retapissé pour la circonstance avec des portraits de Khomeini, ils nous ont reçus. Représentant les plus durs du mouvement islamique, ils affirment pourtant que si l'ayatollah leur demande de cesser l'opération, ils évacueront l'ambassade. Mais que si d'autres pays se conduisent comme l'Amérique, leurs chancelleries seront aussi occupées. Enfin, ils affirment que leur enquête établira qui des 60 otages entre leurs mains sont les vrais espions. Mais quelle que soit l'issue de l'opération, c'est surtout le pouvoir en Iran qu'elle aura touché. Il aura donc suffi de cette prise d'otage ici à l'ambassade américaine pour fissurer le nouveau régime iranien. Le résultat aujourd'hui est celui-ci, renforcement de la tendance dure du mouvement religieux. On a trouvé des éléments ici encore plus durs que les hommes de l'ayatollah Khomeini, des gens qui demandent carrément que l'Iran rompe ses relations diplomatiques avec les États-Unis et même ferme le robinet du pétrole à l'Amérique et pendent haut et court Carter et le Shah d'Iran. L'autre résultat de cette opération, c'est la mise à l'écart des civils après la démission forcée du gouvernement Bazargan et le renforcement du Conseil de la Révolution islamique. Car qui d'autre osera à présent former un gouvernement face au diktat de ces extrémistes? Oui, cela dit, un homme peut peut-être contribuer à débloquer la situation. C'est l'un des rares qui soit un peu écouté de l'ayatollah Khomeini. Il s'appelle Bani Sadr et il a obtenu de l'imam le droit de se rendre à l'ambassade américaine. Cet homme, vous le connaissez, il était notre invité au dossier de l'écran il y a 10 jours. Écoutez ce qu'il nous disait lorsque Joseph Pasteur évoquait devant lui la notion de clémence et de pardon dans le Coran. Un pays après 55 ans du régime Pahlavi, corrompu, 32 massacres, condamnation à mort, torture, libéré tout d'un coup, et devant lui un ennemi qui ne peut rien faire, à sa disposition. Combien de morts imaginez-vous? S'il n'y avait pas de spiritualité de Khomeini et de l'islam, vous regardez 400 condamnés, c'est un aspect, mais vous oubliez cette réalité que quelque chose a freiné le sentiment de vengeance de ce peuple qui était victime, opprimé, était plein de ce sentiment de vengeance. Toute cette affaire embarrasse bien, je vous le disais, le président Carter, qui a été obligé d'annuler d'extrême justesse son voyage au Canada et qui voit une fraction croissante de son opinion se dresser contre les Iraniens. Ainsi, un avion d'Iranair a-t-il été interdit d'atterrissage à New York et des contre-manifestations ont succédé aux manifestations anti-Shah. Jacques Segui à Washington. Les Nations Unies, Andrew Yang, voire Mohamed Ali sont sollicités pour éviter le drame. Mais l'opinion américaine s'impatiente et s'étonne. Elle ne comprend pas que la nation la plus forte du monde soit réduite à l'impuissance totale. On craint des affrontements de rue entre la communauté iranienne et une foule irritée. À New York, les avions iraniens ne se posent plus. Les dockers refusent de charger des bateaux en partance pour l'Iran. Le public américain réclame d'autre part l'expulsion des étudiants iraniens qui manifestent leur soutien à Khomeini. Hypothèse repoussée par le gouvernement américain au nom de la liberté d'expression, certes, mais surtout pour éviter une catastrophe à Téhéran. J'ajoute que le gouvernement américain a suspendu ses livraisons à l'Iran de pièces détachées pour équipement militaire. Le Zaïre a-t-il imité l'exemple de Bokassa? Eh bien, selon la Fédération des droits de l'homme, 215 personnes auraient été tuées par les militaires zaïrois. Pour la plupart, les victimes sont des jeunes de 17 à 21 ans. Ça serait passé le 19 juillet dernier. D'autres sources font état d'une erreur des militaires qui pensaient avoir affaire à des chercheurs de diamants. Mais ce soir, l'ambassade du Zaïre nie formellement toutes ces accusations. En Bolivie, toujours selon la Fédération des droits de l'homme, le récent coup d'État aurait fait au moins 120 morts, plus de 100 personnes sont portées disparues. La biologie, à l'honneur, lundi, les professeurs Gros, Jacob et Royer vont remettre au chef de l'État un rapport sur les conséquences sociales et industrielles du développement de la biologie. Et ces trois professeurs seront le soir même les invités de Jean-Pierre Elkabbach et d'Alain Duhamel pour un quart sur table exceptionnel.
Ce développement de la biologie est vraiment fantastique depuis quelques années. La biologie est une science relativement jeune, 25 ans, et elle trouve ses applications dans les domaines les plus variés. La médecine, bien sûr, avec notamment les manipulations génétiques dont nous vous avons déjà parlé au cours d'un question de temps. La médecine, mais aussi l'aquaculture et l'agriculture. Philippe Dumais. En dehors de la médecine, la mer est certainement le lieu où la bio-industrie aura le plus de débouchés. C'est en effet une des rares industries où rien n'a changé depuis l'Antiquité. On procède toujours à la collecte ou à la pêche et le poisson et les crustacés commencent à manquer. Avec un champ d'application 3 fois plus vaste que les terres, les possibilités sont énormes. L'élevage ou l'aquaculture des animaux de la mer en est encore au stade expérimental en France. Les problèmes biologiques, c'est-à-dire de la vie et de la reproduction de ces animaux, ne sont pas simples à résoudre, en tout cas à faire passer du stade du laboratoire à l'entreprise industrielle. Par certains croisements, par certaines manipulations, pas forcément génétiques, certains pays comme le Japon sont arrivés à de bons résultats. Les expériences pratiquées dans les laboratoires du CNEXO, par exemple, montrent que l'on est en retard, surtout dans les applications alimentaires ou énergétiques. Dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage en particulier, les chercheurs de l'INRA ont déjà réussi certaines prouesses, en particulier pour l'insémination artificielle. Ils sont pratiquement arrivés à sélectionner le sexe de certains futurs bébés animaux ou à faire porter par une mère d'une certaine race un embryon d'une autre race sans phénomène de rejet. Dans le domaine des végétaux et du maïs en particulier, les progrès de ces dernières années ont été spectaculaires en arrivant à introduire dans certaines variétés la capacité de pousser là où c'était impossible. Les chercheurs sont en train de mettre au point une méthode qui permettra aux plantes de fixer l'azote de l'air par l'intermédiaire de bactéries associées à leurs racines. Ce sera un énorme avantage puisque l'on diminuera considérablement l'utilisation d'engrais. On cherche également à développer la production de protéines végétales en faisant pousser des levures capables de synthétiser ces molécules. L'utilisation de la biomasse en général et la transformation des déchets agricoles comme source d'énergie sera un sérieux atout de la bio-industrie. Donc la biologie dans Cartes sur table lundi soir à 20h30. Le pull au vert rouge, le film de Michel Drac, en partie censuré. La Cour d'appel de Paris a ordonné que certaines séquences du film soient supprimées, notamment les scènes mettant en cause la famille Rambla qui, elle, vous vous en souvenez, avait demandé la saisie pure et simple de ce film. Un film déjà interdit à Toulon, la municipalité de cette ville a fait ce choix pour éviter des troubles dans les salles. Plusieurs maires de Provence, ceux de Digne, d'Aix-en-Provence et de Carry-le-Rouet, envisagent également d'interdire ce film dans leur ville. L'ambassade de Belgique à Paris toujours occupée, les 21 objecteurs de conscience français qui réclamaient le droit d'asile à la Belgique n'ont pas de réponse pour l'instant, mais les négociations sont toujours en cours. D'autre part, à Lyon, 12 jeunes qui avaient renvoyé leur livret militaire pour protester contre l'extension du camp du Larzac ont été condamnés chacun à une amende de 500 francs. Et puis le détenu qui s'était coupé un orteil est libre, en prison depuis 4 mois. Jean-Pierre Simoneau n'avait toujours pas été entendu par le juge d'instruction. Apparemment son geste de protestation lui a servi puisqu'il a été libéré aujourd'hui sous contrôle judiciaire. Nous allons maintenant parler du monde universitaire à propos du budget de Mme Sogné Séité, voté aujourd'hui par les députés. Un monde universitaire à dominance de plus en plus scientifique. Témoin l'enquête réalisée par Dominique Laurie à l'université de Pau, une petite université, à peine 5000 étudiants, mais une université qui, vous allez le voir, ne manque pas d'idées. Ces jeunes promeneurs sur le plateau du Bénou, à quelques 50 km de Pau, ne sont pas des adeptes d'une organisation prônant le retour à la terre, mais des étudiants en plein travail. Ces jeunes bavardant sur le campus de l'université ne sont pas des étudiants, mais des agriculteurs en stage de formation permanente. Ces deux phénomènes symbolisent en quelque sorte l'évolution de l'université, notamment des universités de province pratiquant une politique d'ouverture sur la région. Premier effet de cette politique, l'insertion de l'université dans l'appareil économique du Sud-Ouest. 45% du budget annuel de la recherche est assuré par des contrats passés avec des organismes privés ou publics. Entre l'université et les entreprises, le temps de la méfiance est terminé. L'université réalise pour le compte de la Chambre de commerce un certain nombre d'études économiques, car nous n'avons pas les moyens
de nous payer un service d'études spécialisé à la Chambre de commerce. Deuxièmement, l'université et la Chambre de commerce travaillent ensemble pour la création notamment d'un EUT des pays de l'Adour qui correspond réellement aux besoins des entreprises. Et enfin, les laboratoires de l'université travaillent à la demande des entreprises pour leur apporter un certain nombre de services pratiques. Mais la grande préoccupation reste l'emploi, les débouchés. Révélateur de cette inquiétude, le tassement du nombre d'inscriptions en lettres et en droit. L'augmentation de près de 25% en sciences. Augmentation due également au succès de la nouvelle filière, nous en parlions au début de cette enquête, du diplôme Sciences de la Nature, un diplôme qui met les étudiants au contact de la réalité. Ce qui est important, et c'est pour ça que vous amenez ici, c'est pour vous faire voir la disposition réelle de ces cordons, pour que vous voyez des formes, et ensuite on analysera une de ces formes, et on analysera les galets qui constituent une de ces formes. Ici, nous formons des étudiants à la fois sur des bases mathématiques, physiques, chimiques, mais aussi sur des bases de travail de terrain, pour qu'ensuite ils soient directement compétitifs dans un travail appliqué, soit dans le pétrole, bien entendu, puis nous sommes dans une région pétrolière, nous avons le centre de Lac, qui est le premier centre européen de recherche, mais aussi dans l'agroalimentaire et dans l'environnement. Le but, c'est de leur apprendre à travailler concrètement. Pour certains, à partir de leurs origines, pour certains, ils vivent dans un environnement agricole, mais le but n'est surtout pas de faire du folklore de style écolo. Le but, c'est de leur apprendre à travailler concrètement pour ensuite pouvoir exporter leur savoir-faire partout, dans des régions qui sont les Pyrénées ou ailleurs. Autre exemple d'insertion régionale. L'université ouvre ses portes au monde rural. 5 mois de stage pendant lesquels les étudiants agriculteurs reçoivent un salaire équivalent au SMIC. Au programme, la gestion, l'économie rurale, les lois du marché, les sciences du sol, le droit, ainsi qu'une langue étrangère. Des études sanctionnées par un diplôme. Il y a la gestion qui est pour moi vraiment très importante, et aussi le niveau commercial, surtout en apiculture, qui pose un certain problème, quoi. Surtout avec l'entrée de l'Espagne au niveau du marché commun, quoi. En tant qu'éleveur, on fait par exemple de l'exportation. Et il est toujours intéressant de savoir ce qui se passe entre le producteur et le consommateur. C'est souvent quelque chose qui nous échappe. Cette expérience, encore unique en France, a pour résultat, les anciens stagiaires en témoignent, un meilleur rendement des entreprises agricoles, nombreuses dans la région. J'ai travaillé exactement sur la gestion, et une gestion assez approfondie, vu qu'on avait de bons professeurs. C'est très important pour moi, surtout au jour d'aujourd'hui, puisque l'exploitation agricole n'est pas une exploitation, mais plutôt une entreprise agricole, où il faut surveiller chaque production, point par point, et essayer d'évoluer au jour le jour. Bref, en quelques années, l'université a bien changé. L'isolement de la culture, un monde clos, replié sur lui-même, a fait place à des universités ouvertes sur les problèmes concrets, immédiats. Et à contrario, c'est une des conséquences de la crise. L'absence de débouchés, le chômage des diplômés ont en quelque sorte rapproché le monde universitaire et étudiant du monde du travail. Football, sport donc, Saint-Etienne rencontrera pour les 8e de finale les Grecs de Salonique, Aris de Salonique, une équipe pas très connue mais qui a tout de même éliminé Benfica et les Italiens de Pérouse. Petit désavantage pour les Verts, le match aller aura lieu le 28 à Saint-Etienne, le match retour est prévu pour le 12 décembre. Une femme à l'Académie française, un point d'interrogation qui va sans doute tomber très vite. L'un des derniers temples réservés aux seuls hommes va vraisemblablement ouvrir ses portes à Marguerite Yourcenar. Une entrée d'autant plus remarquée que les 3 candidats au siège de Roger Caillois s'effaceraient. L'élection est prévue pour le 6 décembre. Installée depuis 30 ans dans le silence de l'île de Mont-Désert, quelque part dans le Maine, au nord-est des États-Unis, Marguerite Yourcenar, âgée maintenant de 76 ans, n'a rien demandé, rien sollicité. Pourtant, le 6 décembre, les portes de l'Académie française s'ouvriront devant elle, pour lui donner la place qui l'attend. Bien au-delà de cette victoire que représente l'entrée d'une femme dans un bastion de tout temps réservé aux hommes, la présence de Marguerite Yourcenar est aussi et surtout le symbole d'un talent qui dépasse et balaye toutes les frontières entre une prétendue écriture féminine et masculine. Une présence qui couronnera enfin une œuvre immense. Déjà, dès 1951, avec les mémoires d'Adrien, avec ses traductions des poètes grecs, elle s'était faite gardienne, archiviste de notre histoire, l'air de rien, car Marguerite Yourcenar est une femme qui désamorce tous les grands discours. De tous les mots majuscules, mots inutiles dont elle se méfie,
elle ne retient que celui de modestie, comme si sa culture infinie la rendait à chaque fois plus légère, plus indépendante de toutes les modes d'écriture ou de pensée. Avec ses souvenirs pieux, ses archives du Nord, sa chronique familiale qu'elle débroussaille peu à peu, on entre dans un labyrinthe où l'on ne pourra jamais vraiment la rencontrer. Discrète, elle s'efface, car pour elle, l'individu n'est intéressant que dans la perspective du monde. Un monde passé, présent, un monde vivant dont elle s'est éloignée pour mieux l'imaginer et nous le restituer. En recevant Marguerite Yourcenar, c'est peut-être ce regard lointain d'une femme que l'Académie française est prête à recevoir aujourd'hui, comme pour s'ouvrir de nouveaux horizons. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Juste une parenthèse, vous avez été très nombreux après notre reportage sur les camps de réfugiés cambodgiens tout à l'heure à vouloir manifester votre soutien d'une manière ou d'une autre. Eh bien voici l'adresse du Comité national d'entraide aux réfugiés indochinois, 42 rue de Cambronne, 75 015 à Paris. Vous voyez le téléphone et je pense que ce qui vous intéresse est surtout le CCP 22 166 44 B à Paris. Et puis une information pour les lecteurs de l'Express, leur magazine, pour des raisons de grève, ne sortira pas demain, mais probablement lundi ou mardi. La météo maintenant, aujourd'hui, avec une diapositive quand même, elles étaient rares pendant le journal, nous avons une petite panne. Les pluies qui étaient tombées sur une grande partie de la France se sont déplacées vers le sud du pays. Demain, vous allez le voir, le temps sera frais et instable, les éclaircies seront plus belles de la Bretagne à l'Aquitaine et il neigera en montagne au-dessus de 800 mètres. Voilà, vos prochains rendez-vous avec l'information sont fixés tout d'abord ce soir à 22h45 avec Hervé Claude. Demain, samedi et demi, présenté par Jean-Claude Mangeot et Gérard Roll, sera consacré à la 11e convention de la bande dessinée. Participeront à cette émission les dessinateurs les plus célèbres, Rézère, Cabu, Franck, Möbius, pour ne citer que. Et puis à 20h, vous retrouverez Léon Zitrone. Quant à moi, je vous retrouverai avec le plus grand plaisir lundi. Passez une très bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous.